Boost Club. Désolée, je suis en train de me marrer mais parce que j'ai fait une magnifique introduction avant complètement loupée. Mais c'est pas grave, je suis authentique, mais là, ça n'avait aucun sens. Donc, autant vous dire que voilà. Nous revoilà pour un deuxième épisode avec Léa. Elle va se représenter elle-même, en l'occurrence. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Donc... merci à tout le monde d'écouter ces épisodes, de donner de la force, d'avoir vos retours. J'en suis très, très, très contente. Ça me touche énormément. Surtout que ces temps, je pense que j'en avais un peu besoin. Et je pense que l'univers m'a entendu. L'univers m'a envoyé plein de signes en ce moment pour ce podcast qui va level up très bientôt. J'en suis super contente. Donc, je prends tout le positif et j'essaie de pas stresser, mais ça va. Bref. Revenons au sujet. Donc nous, on est déjà deep into it parce qu'on a eu 1 heure d'épisode avant. Donc je vous invite spécialement à aller écouter la première partie. On l'a scindée en 2. Donc c'est pas des sujets qui sont complètement différents. Là, c'est vraiment une continuité. Donc je vous invite à fermer cette page maintenant, d'aller sur l'épisode d'avant, de cliquer, de mettre un petit like, de vous abonner et de continuer l'aventure. Voilà. Mais nous, on va reprendre du coup le deuxième épisode avec Léa que j'ai en face de moi. Pour les gens du coup qui n'ont pas... qui vont pas tout de suite aller, qui sont trop intrigués par le titre quand même de cet épisode. Est-ce que tu pourrais te représenter, s'il te plaît? Yes, du coup, moi c'est Léa Templier, je suis nutritionniste holistique et spécialiste du coup dans l'accompagnement des sportifs, dans l'équilibre hormonal et puis tout ce qui est relations corps, nourriture, performance. Donc voilà, j'accompagne des athlètes, des sportifs, mais aussi des personnes qui ne font pas de sport. Voilà, ou un petit peu, si vous faites un petit peu. Ou un petit peu de sport, peu importe. Donc c'est vraiment dans tout ce qui est... souvent holistique, on se dit mais c'est quoi holistique? En fait voilà, c'est un accompagnement qui va aller chercher la cause des problèmes et pas seulement juste traiter les symptômes. Et donc du coup c'est un accompagnement qui est complet, qui va apprendre nutrition, microbiologie dans mon cas puisque c'était mon parcours, les hormones, le stress, les émotions. Donc voilà, c'est un accompagnement global et puis j'ai vraiment plaisir à travailler avec mes patients et puis ou à former même des personnes là-dedans. Global, du coup tu es basée en Suisse, mais je sais que tu travailles aussi à l'étranger, c'est juste. Oui, alors j'ai beaucoup de consultations en distanciel ou alors je vais aussi me déplacer. Et puis je peux avoir des clients au Japon, en Australie. Je me déplace pas mal à Amsterdam aussi pour travailler avec des jeunes sportifs dans certains clubs ou des écoles de danse. Donc voilà, c'est assez chouette parce que du coup il y a pas mal de personnes un peu partout dans le monde et puis chaque patient est différent. Donc c'est presque un nouveau travail à chaque fois et j'aime beaucoup ça. J'adore. Et du coup pour ton parcours, parce que c'est ce que je trouvais très intéressant chez toi aussi, c'est que tu viens de la danse. Si tu peux expliquer en 2-3 mots. Exactement. Donc, en fait, j'étais danseuse pro au Béjar Ballet, donc formation de danseuse classique. Et puis, donc, j'ai fait aussi du contemporain, du néoclassique, etc. Et puis, ensuite, j'ai arrêté ma carrière assez jeune. J'avais envie de... Elle a dit avant. Je suis retraitée. Et oui, je suis danseuse retraitée. En fait, j'ai fait le choix. Donc, c'était une décision vraiment personnelle. Donc, je me suis dit, en fait, là, j'ai atteint mes objectifs dans la danse. Et soit je continue encore pendant 25-30 ans, ou soit je choisis de faire autre chose. Donc en fait j'ai choisi d'aller en santé et microbiologie et puis de m'axer aussi côté nutrition. Donc j'ai fait santé et microbiologie, ensuite j'ai rajouté une formation nutrition du sport puis santé du sport et puis 2 ans de recherche dans les hormones et puis après tout ce qui est thérapie cognitive aussi et comportementale. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais dit avant, la relation avec le corps, la relation avec la nourriture puis voilà. Et puis après j'ai vraiment développé mes méthodes et je suis quand même retournée danser. Oui, à un moment. Tu m'avais dit que t'étais quand même heureuse. En fait, on m'a rappelé, on m'a dit, écoute, Léa, on voudrait que tu reviennes. J'ai dit, mais moi, ça fait un petit moment là que je vais pas danser. Je sais que ça doit être trop beau quand même. En fait, j'ai hésité parce que je me suis dit, j'ai arrêté pour des raisons valables et puis j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'ai pas envie de me dire what if et si j'étais retournée danser. Donc en fait, j'ai fait le petit pari un peu fou de me dire OK, je vais retourner danser et puis en même temps, je vais avoir mon entreprise de nutrition et de santé à côté. Comme ça, on travaille à 200%. Et puis du coup, j'ai repris la danse de manière professionnelle. Enfin, je me suis réentraînée pendant un petit moment. Je crois que j'ai pris 3-4 mois pour me réentraîner avant de retourner en pro. Et puis j'ai dansé pendant un tout petit peu moins d'1 an après la reprise
entreprise. Et je me suis dit, en fait, j'étais plus heureuse, moi, avec ce que je fais. Et puis, ça m'a vraiment redonné un coup de boost aussi après avoir fait mes études, de travailler, de réavoir vraiment des notions différentes. Enfin, déjà, moi, ma performance était complètement différente. Ouais, c'est ça que je pensais. Est-ce que c'était intéressant de voir? Il n'y avait pas photo, quoi. C'est fou. Et puis, en plus de voir, de plus observer aussi les problèmes qu'il y avait dans le milieu du sport, les choses qui étaient dites, d'analyser un petit peu, ça m'a vraiment nourri aussi au niveau de c'est peut-être la vie qui t'a appelé. Moi, je crois hyper à ce genre de trucs, comme si des fois j'en rigole, puis je suis là, l'univers, foutez-moi la paix, en fait. Ouais. Mais peut-être que justement, la vie est bien faite et qu'ils t'ont dit reviens pour que tu appliques et que tu vois un peu vraiment ce qui n'allait pas chez les autres, en parenthèse. Et puis en fait, dans tout ce que je fais dans mon travail, en fait, j'aime beaucoup faire des tests, expérimenter, que ce soit dans la recherche ou même dans des questionnements que je me pose, d'observer sur moi ou de tester des choses sur moi. Et puis c'est vrai que là, c'était un bon exemple de me dire, OK, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé, comment est-ce que je peux améliorer ça? Et puis vraiment la manière dont je travaille dans tous les cas avec tous mes patients, c'est vraiment une approche sur mesure. Donc du coup, de pouvoir changer des micro-paramètres à droite à gauche, c'est vrai que c'est super intéressant et puis voilà. Mais du coup maintenant plus de danse professionnelle. Mais tu danses quand même un petit peu à côté ou pas? Alors j'ai pas classique, je dois avouer. Du coup, je fais du crump maintenant uniquement. Non, j'ai testé d'autres styles de danse comme le tango, le rock. Puis je suis assez ouverte à tester d'autres choses. Mais c'est vrai que la danse classique, en fait, ce qui m'attirait le plus, c'était sur scène. Ouais. Être sur scène et puis du coup, juste prendre un cours comme ça pour le kiff, ça me fait pas forcément kiffer. Donc du coup, mais pareil, moi, je suis pas retraitée de la danse et j'ai pas pu atteindre ce niveau-là, dans le ballet parce que justement, je vous renvoie encore à l'épisode de Gabi où je fonds en larmes, mais parce que j'avais pas le corps pour et j'étais pas, je pense, psychologiquement prête à tous ces sacrifices qu'il faut faire. Mais je pourrais pas arrêter de danser. Mais d'aller faire un cours pour le plaisir, je suis là, pas du tout. Genre, je peux pas. Ça me donne du plaisir, mais parce que je me pousse à un niveau, mais pas genre juste aller danser comme ça. Ouais, non, mais au final, mon arrêt de la danse, je l'ai vraiment vécu d'une manière super saine. Alors, il y a sain et sain dans la danse, bien sûr, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tout beau tout rose. Ouais. Mais en fait, j'ai vraiment plaisir à aller voir des ballets, aller voir des amis danser ou même à aller observer des cours. Non, pas du tout. En fait, j'ai plaisir à y aller et puis du coup même aussi pour autant aller voir des amis qui s'entraînent au Béjar Ballet que observer moi, tiens, en fait j'observe ça, je peux aussi l'intégrer dans mon travail ou travailler avec quand je me déplace à Amsterdam pour la European School of Ballet, c'est vraiment je vais aller les observer danser, observer leur entraînement. C'est une certaine continuité. Ouais. Je m'étais dit ça avec le Boost Club, ça m'avait... J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aider les gens. J'ai aussi vu qu'il y avait un besoin, mais en fait c'était à un moment donné, je me suis dit, mais je crois que mon futur dans la danse, moi je veux pas ouvrir d'école de danse. Les cours, j'aime bien, c'est un peu en dents de scie, ou des fois j'arrive, je me fais pas confiance, donc je vais pas me baser là-dessus, mais je me suis dit, mais je crois qu'en fait, moi je veux aider les gens dans la danse et continuer mon rapport à la danse avec ça en fait. Ouais. Et autant que ce soit dans la danse ou les autres sports, parce qu'en fait, je travaille avec beaucoup de danseurs, mais pas que des danseurs, mais j'avais vraiment cet objectif un petit peu de... d'aider pour les besoins qu'il y a, mais aussi de prévention, que ce soit autant au niveau physique qu'au niveau psychologique, dans la relation envers son corps, la relation envers la performance et puis la nourriture, d'essayer d'aller un petit peu plus jeune chez les sportifs, chez les danseuses et les danseurs, pour prévenir, parce que aujourd'hui j'ai énormément de clients en, entre guillemets réparation de cerveau pour les aider en fait à avoir une vie plus agréable, à se sentir mieux avec eux-mêmes et pouvoir vivre en fait, respirer et du coup c'est vrai que j'aime bien aller chercher plus jeune ou dans des structures pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut changer l'approche. C'est trop bien. Donc voilà. Ouais, nous on se connaissait pas, donc du coup j'expliquais dans le premier épisode, on se connaissait pas du tout. On a fait je vais poser ce verre, j'étais en mode je veux pas que ça fasse de bruit, je le garde en lévitation. On se connaissait pas et en 1 heure j'étais là, j'ai envie de faire 50 sujets. Donc déjà là, quand elle vous parle de nutrition, de tout ça, on va parler un peu de nutrition aujourd'hui. Mais pour ce qui est vraiment nutrition sport, avec des tips et des choses, ça sera des autres épisodes qu'on va faire ensemble. On a plein de projets. J'ai trop hâte. Je suis surexcitée. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler avec une de tes spécialités qui est les hormones.
Donc, on va continuer. Le premier épisode, c'est vraiment la base. On réexplique, pas moi en l'occurrence, elle va réexpliquer qu'est-ce que les hormones, quelles sont les hormones qu'on a chez la femme, chez l'homme, le cycle menstruel, chez la femme. Et oui, je n'étais pas un lapsus chez l'homme, parce que oui, on a appris qu'il y en avait un. Et d'ailleurs, hors micro, on parlait avant, elle nous demandait, Léa, qu'est-ce que vous avez le plus retenu? Et avec Deb, on a vraiment dit ça. Et moi, c'est ce que je t'avais dit après notre première rencontre. C'est vraiment un cycle chez l'homme. Ouais. Choquée. Mais tout fait beaucoup plus de sens maintenant. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode pour suivre peut-être tout ce qu'on va dire là. Après, libre à vous aussi d'écouter juste ça. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est général. Donc après, si vous voyez que vous avez vraiment un déséquilibre ou que vous avez envie de travailler sur ce sujet, allez contacter Léa. Je donnerai tous les contacts. Posez des questions en dessous. C'est aussi anonyme. Encore peut-être plus sur ce sujet qui peut être un petit peu plus tabou. Et de manière générale, j'aime pas afficher les gens. Je pense que c'est bien. À voir s'ils me disent oui, dis que c'est moi, mais sinon, tout est toujours anonyme. Donc voilà. Donc, reprenons où nous étions. Après les bases, moi, j'aimerais savoir maintenant les hormones dans le sport. Comment est-ce que ça interfère interfère, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais dans la performance sportive, chez la femme. On va commencer par la femme. Ouais, alors je pense peut-être déjà comme on avait dit aussi dans l'épisode précédent, il y a une base commune entre les hommes et la femme. Et donc du coup, les hormones qu'on va produire dans le sport ou qui vont interférer avec notre performance, je pense qu'il y a quand même une bonne base commune à prendre en compte. Typiquement, on va produire de la dopamine, on va produire aussi des endorphines, de l'adrénaline. Donc ça, en fait, c'est vraiment des hormones qui sont spécifiques au sport. Enfin, dans le sens où on va en produire plus c'est quand on fait du sport. Ces trois-là. Alors, tu dirais les hormones, ouais, tout est. En plus, c'est ça, c'est que le sujet est vaste, puis on est là, tout est lié. Donc, on essaie de segmenter au mieux. Ah oui, on rappelle aussi, on a des notes, on regarde nos feuilles, c'est parce que c'est riche. Il y a beaucoup de détails. On veut vous donner un max d'infos. On pense certainement qu'on va organiser d'autres choses autour de tout ça pour que vous puissiez encore plus vous imprégner du contenu. Mais on essaye au mieux de faire pour l'instant. Donc, je te laisserai capépète les hormones qui sont peut-être le plus mises en avant dont on a le plus besoin dans le sport. Ouais, alors du coup, si on parle de sport, en fait, déjà il y a le fait que faire du sport, c'est pas forcément toujours agréable. Enfin, il y a, ouais, trop bien, j'aime trop faire du sport, j'ai ma routine, mais ce moment où en fait on est là, il pleut dehors, je dois me déplacer. C'est tellement la période de maintenant. Exactement. Et du coup, en fait, il nous faut un bon extra boost de motivation. Ou même des fois, on se dit, ok, je suis arrivée, si on prend l'exemple de la salle de sport, quand on va au fitness, on est là, bon ok, je suis là, c'est bon, une fois que je suis là, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. En fait, on a besoin aussi de cette extra motivation pour se dire, en fait, le poids, faut le soulever, quoi. Ouais. Donc pas juste rien faire à la salle, faire 2 exercices puis causer avec ta copine, genre de 1000 trucs. Ça, c'était ma séance de l'autre jour. Donc on a vraiment déjà ce sujet motivation. La motivation, du coup, on la prend avec la dopamine. Enfin, on la prend. On la trouve. On essaie de la trouver. On n'a pas un cachet motivation qu'on va prendre. C'est bien des fois. Ouais. Mais on peut optimiser notre corps, tu vois. Et du coup, la dopamine, ça va vraiment être ce côté anti-fatigue. Donc en fait, plus on fait de sport, plus on va produire de dopamine. Et donc, du coup, c'est un peu ce côté qui peut donner cette addiction au sport, des fois, de se dire, mais en fait, je vais faire plus. Et en fait, c'est cette dopamine qu'on produit qui, du coup, va nous donner cette motivation. Okay. Alors, je dis pas que c'est cette dopamine qui va te faire lever du lit pour aller à la salle de sport. C'est juste que quand tu vas produire cette dopamine en faisant du sport, du coup, tu vas être plus motivé, tu vas avoir envie de faire plus, et du coup, tu vas continuer en fait aussi à être plus consistante et plus fréquente dans tes entraînements. Ensuite, c'est aussi l'hormone de la motivation parce qu'elle nous rend plus éveillés. En fait. Donc, en fait, une fois qu'on a un peu enclenché ce truc et qu'on est là, bon, c'est bon, là, je suis là, go, on y va. Ça nous motive, ça nous rend plus actifs aussi. Et puis, ça nous rend de bonne humeur. Donc, en fait, la dopamine, elle a cette notion de récompense dans le cerveau. Genre, tiens, t'as fait ça ? Tiens, ok, on te récompense avec cette motivation, continue, lâche pas, et ça nous donne envie de bouger davantage. Donc ça, c'est vraiment la dopamine.
donc hormone qui fait pas partie des hormones du cycle menstruel ou des hormones sexuelles, mais importante dans le sport. Et puis du coup, ça nous donne, en plus de cette motivation, cette récompense, une sorte de sensation d'accomplissement. Du coup, par exemple, à la fin de la séance, quand on est là, genre, mais yes, en fait. Yes, je suis trop contente. Je suis contente, j'ai fait ça. Et dans n'importe quel type de sport, bah là, c'est la dopamine qui va parler. Ouais. Ensuite, on a les endorphines, qui sont, on en a parlé encore dans le premier épisode au niveau de la douleur et tout, mais là, c'est vraiment cette sensation qui va faire un peu, cette hormone qui va faire anti-stress, aussi anti-douleur, parce que, soyons honnêtes, le sport, bah, d'une certaine manière, ça fait mal. Alors, on n'est pas là pour se faire du mal quand on fait du sport, mais je veux dire, on utilise notre corps, hein, il faut pousser, aller plus loin, donc en fait... Bah, souvent, comme la souplesse, ou comme ça, on en parlait dans les premiers épisodes avec Crystal, par exemple, bah, c'est des micro-déchirures des muscles, donc en fin de compte, à l'extrême, on modifie notre corps, enfin il y a un truc qui se passe. Exactement. Et qui n'est pas toujours agréable, mais c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, en fait, ces endorphines, comment elles agissent en antidouleur, en fait, c'est parce que c'est l'hormone du bien-être, enfin dans le sens, elle est tellement puissante en hormone du bien-être que en fait après, ça va vraiment donner une sensation d'antidouleur dans le sens où c'est c'est un relâchement, c'est t'as fait tel effort tellement puissant, on produit des endorphines, puis c'est ce relâchement, ce bien-être qui va faire une sensation antidouleur en fait après l'effort. Et on va principalement produire des endorphines quand on fait du cardio intense, quand on fait des hits ou quand on va faire du cross-training aussi. Quand tu pousses d'un coup énormément. Quand vraiment tu pousses, t'es là, je souffre, mais je sais pourquoi je suis là. Ta séance du dimanche matin un peu... voilà. Dans le sens, on va pas forcément produire beaucoup d'endorphines en faisant du pilates et du yoga. On va produire d'autres types d'hormones, mais les endorphines, c'est vraiment dans cette sensation où on va vraiment faire quelque chose d'intense. On avait parlé aussi de cette sensation avec le tatouage, hein, donc ça fait mal quand on se fait tatouer, mais du coup on va libérer des endorphines qui vont faire cette sensation d'antidouleur. Donc c'est pour ça, quand on va vraiment avoir cette chose de force, de puissance intense, on libère ces endorphines. Et en plus de cette sensation d'antidouleur, elles vont du coup faire anti-stress. Ça nous apporte ce bien-être. Donc du coup, ça agit en anti-stress, d'où le fait que quand on fait une bonne séance de sport, on est peut-être hyper stressé et tout, après on se sent mieux. Et puis, ça permet aussi de se surpasser. Donc, en fait, le fait d'avoir moins de stress, le fait d'avoir moins mal, on va avoir envie, du coup, de se dire, mais en fait, je peux être meilleure. Confiance. Voilà, t'as plus confiance, t'as envie de te surpasser. Et donc, du coup, ça, c'est une notion qui est assez importante dans le sport. Et les endorphines, elles vont nous aider pour ça. Ensuite, on a l'adrénaline. Et donc là, en fait, on va plutôt l'utiliser au niveau de l'effort et de la puissance. L'adrénaline, comme on avait dit, c'était l'hormone de l'urgence. Donc, en fait, ce qui va vraiment se produire quand tu dois être réactif, quand tu dois vraiment agir sur le moment, tu as ce boost d'adrénaline, cette montée d'adrénaline. Exactement. Et donc, du coup, quand on fait un effort intense ou quand on fait du travail de puissance, on va avoir cette adrénaline qui monte. Aussi, quand on fait du sprint ou tout ce qui est vraiment, tu dois pousser sur le moment, l'adrénaline, elle va être produite. Et puis, donc voilà, elle permet de faire plus d'efforts. Ensuite, on avait parlé de cette hormone de croissance. Oui, c'est juste, exactement. Voilà, qui est du coup assez importante aussi. Elle agit pas forcément... Enfin, on va pas la produire pendant la séance de sport, pour le coup. L'hormone de croissance, en fait, on va la fabriquer pendant la nuit, pendant qu'on dort. Mais alors attention, c'est parce qu'on la produit si on a un sommeil qui est réparateur et qui est sain. Donc ça veut dire que si on dort de manière hyper entrecoupée, que on est hyper stressé, on a des insomnies, etc., on va pas forcément bien produire notre hormone de croissance. Est-ce qu'on la produit ou est-ce qu'on peut l'optimiser avec la récupération? Enfin, quand des fois dans le sport, tu as besoin de cette phase de récupération. Alors, la phase de récupération, en fait, c'est pour ça, du coup, que je parle de l'hormone de croissance au niveau de ce dont on a besoin dans le sport. C'est parce que on va l'utiliser pour la récupération musculaire, mais pas directement après l'effort. En fait, pendant la nuit, c'est là où on a notre meilleure récupération musculaire. Le corps, il est au repos. On n'est pas en train d'utiliser... Enfin, le cerveau, il rêve, mais on n'est pas en train d'utiliser nos muscles et tout. Donc, en fait, le corps peut vraiment utiliser tout ce qui est hormones, tout ce qui est nutriments, pour vraiment venir réparer des muscles, faire fonctionner... Sommeil réparateur. Exactement. Et donc, en fait, cette hormone de croissance, comme tu l'avais mentionné juste avant, on crée des micro-lésions dans nos muscles quand on fait un effort physique. Et c'est pas on se fait une déchirure musculaire, c'est dans tout effort musculaire, on va créer des micro-lésions dans ces muscles. Et donc, du coup, on va falloir les réparer.
pour que ses muscles soient plus puissants, pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils soient efficaces. Et donc, du coup, en fait, l'hormone de croissance, elle va venir réparer ces fibres musculaires, qui va permettre de développer. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va prendre en volume. Attention, mesdames, je vous entends déjà dire mais moi, je ne veux pas prendre du muscle. Ouais. Mais en fait, l'hormone de croissance, elle va venir pour réparer ça. Et puis, c'est souvent un problème parce qu'on en parlait avec le Kevin qui était venu. Moi, j'ai pendant longtemps pas voulu faire de musculation parce que j'avais peur de prendre trop, parce que je prends rapidement, mes muscles dessinent rapidement. Et puis, je voulais pas. Donc, j'ai arrêté. Puis, au final, je me suis blessée. Donc, on arrête de penser que la musculation, c'est pas bon, et puis qu'on va devenir des bodybuilders. Il y a quand même un gap entre deux, et il faut le faire. Tout à fait, et c'est comme les protéines, je pense qu'on en parlera aussi après. Il y a beaucoup de personnes qui disent moi je veux pas prendre des protéines parce que ça va me faire prendre des gros muscles. Je prends pas des protéines parce que je trouve ça tellement deg. Bon, après il y a protéines en poudre et puis protéines tu vois dans l'alimentation. Bien sûr, mais on parle de protéines en poudre, je comprends pas. Tous les gens qui essaient de vendre des trucs, moi j'avais une marque qui m'avait envoyé pour que je teste il y a pas longtemps, et j'étais là, je suis désolée, je peux pas dire que c'est bon, donc je les ai mis sous une autre forme, mais on peut pas faire un truc en poudre bon. Ouais, il y en a. Et puis après, c'est un peu un marché très large aussi, où il y a plein de qualités différentes. Appel à toutes les personnes qui ont une marque de protéines, envoyez-nous pour qu'on fasse un petit test. Comme ça, on fait un petit panel et on fait un test. On peut même faire un épisode dessus si vous voulez. Et puis on teste. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de trouver quelque chose de bien. Mais du coup, au final, pour cette hormone de croissance et cette récupération musculaire dont on parlait, en fait, on a besoin, et on va plutôt l'utiliser pendant la nuit. Enfin, on va la produire pendant la nuit. Okay. Donc, les phases de récupération dont tu parlais après l'effort ou entre deux rounds, ou enfin, tu vois, quand tu fais ta séance, c'est pas forcément pour l'hormone de croissance. C'est plus d'autres types de récupération. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et puis, une autre hormone qui est très importante de parler, c'est la testostérone. Donc, du coup, la testostérone, oui, c'est une hormone androgène, c'est l'hormone masculine prédominante. Mais dans le sport, elle est hyper importante. On en avait parlé justement dans le premier épisode. Elle est responsable donc de libido-mémorisation, mais développement musculaire aussi. Oui. Et en plus du développement musculaire, elle va avoir le rôle de maintenir les réserves d'énergie, donc qui est quand même hyper important, d'augmenter la capacité en oxygène. Donc, nos muscles, ils ont besoin de cet oxygène pour faire des efforts. Donc, développer musculairement, donc ça, oui, en fait, on va utiliser nos muscles. Et puis aussi, diminuer la fatigue, qui est aussi méga important, et puis réduire le temps de récupération. Donc en fait, rien que dans une hormone comme ça, la testostérone, on a vraiment plein de choses qu'on peut utiliser directement dans le sport. Je comprends que ça te passionne tellement ce sujet, et je dis pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode, mais j'ai l'air d'une biche effarée devant les phares d'une voiture, mais c'est pas que je pige rien et que j'écoute pas, c'est juste que j'ai ma vie qui défile devant moi, et genre ou des choses que j'ai vues, et en fait je suis une éponge. Mon corps est une éponge qui est en train de prendre, puis qui est en train de faire... Je pense qu'il y a des petits chiffres et des flèches en dessus de mon cerveau qui est là. Oh, mais c'est pour ça que je fais ça, que je dis ça. Je suis un peu plus silencieux dans ces épisodes, mais franchement, il y a beaucoup à dire. Je suis scotchée du moindre truc que tu dis, je me dis, mais en fait, ou cette personne, elle m'avait dit ça, mais c'est peut-être ça. Ouais. Moi aussi, je vais partager à tous mes amis, encore plus que d'hab, ces épisodes. Ouais. C'est fou. Mais du coup, on se rend compte au final que... c'est pour ça qu'avant de parler en fait plus spécifiquement des hormones de la femme dans le sport ou des hormones masculines dans le sport, de comprendre en fait le contexte des hormones de manière générale dans le sport, c'est hyper important. Et en fait, de voir... quand là, on voit tout ça au niveau motivation, se surpasser, anti-fatigue, anti-douleur, anti-stress. Enfin, on se rend compte qu'en faisant du sport, on a des bienfaits sur la santé. Oui. Bon, ça, on le sait. Fais du sport, tu seras en bonne santé. Mais si on regarde... Pas tout le monde le prend en considération, mais oui. Après, il y a des limites, encore une fois. Mais le fait de se dire... quand je fais du sport, il y a tout ça qui se développe, et ça s'arrête pas à la séance de sport, ça se développe aussi dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, moi, je vois, si je fais une séance de cardio le matin tôt, je vais être beaucoup plus productive dans ma journée. Donc, après, chacun est différent, chacun a des besoins différents, mais ça va être bon pour la santé sur le moment, mais aussi dans le quotidien d'une journée classique ou d'une semaine. Donc, je pense qu'on sous-estime, comme on disait avant aussi, on a l'impression que les hormones, tu vois, testostérone, moi je me dis juste homme, muscle. Enfin, voilà. Mais en fait, comme j'ai appris trop de choses
à quoi ça sert. En fait, je m'y intéresse pas. Comme un peu le même principe que j'ai pas envie d'aller me muscler parce que, enfin, faire de la musculation avec des poids parce que je vais trop me muscler et ça va être moche. Mais je me suis jamais dit avant, en fait, ça va peut-être plutôt me servir à pas que je me déchire les muscles des épaules, quoi. Et là, c'est la même chose, en fait. Il faut passer cette barrière un peu de clichés qu'on a pour comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et puis, en plus de ça, en fait, dans les muscles, ils n'ont pas seulement la fonction de grossir ou se diminuer. En fait, ils ont plein d'autres fonctions. Donc, comprendre en fait comment ton corps il fonctionne, comment toi si tu vas agir et avoir. Enfin, c'est pareil pour tout, que ce soit un entraînement adapté à toi, une alimentation adaptée à toi, un équilibre hormonal adapté à toi. Oui. En fait, tout ça fait la différence et puis de l'adapter à tes objectifs aussi. Donc, tu vois, très intéressant ça. Ouais, donc ça, c'est pas juste, en fait, si je fais ça, je vais devenir comme ça. C'est juste toi qui t'es, de quoi t'as besoin et quels sont tes objectifs. À partir de ça, le reste, ça se travaille autour. Je pense que ce qu'elle vient de dire, vous pouvez l'appliquer à tellement de choses qu'on oublie un peu. Parce que des fois, on se dit, je vais faire cette routine-là, puis on la maintient pendant 1000 ans, puis après, on se dit, mais en fait, je la faisais pour un but que soit j'arrive pas à atteindre, soit en fait mes envies ont changé de but et on continue cette même routine. Et des fois, encore une fois, on n'est pas en pleine conscience et on se pose pas les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose ? Ouais. Clairement d'accord. Mais et puis aussi on m'a déjà posé la question, mais entre s'entraîner à l'intérieur ou en plein air, est-ce que il y a une différence par exemple si je vais courir sur un tapis ou si je vais courir dehors, est-ce qu'il y a une différence? Alors c'est plus facile sur un tapis. Au niveau hormonal, en fait, ça va être plus au niveau de la vitamine D. Encore une fois, cette vitamine D. Ouais. Parce que du coup, on va être en extérieur, on va absorber la vitamine D. Donc, du coup, on va booster nos taux de testostérone. Ça va aussi aider à générer plus d'hormones de croissance pendant la nuit, donc une meilleure récupération musculaire. Ça va aussi nous aider au niveau de nos taux de sérotonine qui vont du coup nous aider pour l'humeur, qui vont nous aider pour l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental. Donc, du coup, s'entraîner en extérieur, alors bon, après, on aime ou on n'aime pas, il y a des sports qu'on ne peut pas faire en extérieur, on est d'accord. Mais en fait, si on a le choix, s'entraîner en extérieur, s'il ne pleut pas, s'il fait beau, on peut très bien se dire, tiens, en fait, je vais absorber un petit peu plus de vitamine D là. J'ai eu un moment d'alléluia parce que comme ça, on en a parlé en fait dans l'épisode d'avant par rapport à la vitamine D et aux hormones et ça faisait tellement de sens aussi. Donc, allez écouter l'épisode 1. Du coup, maintenant, les hormones, comment... Enfin, elles varient, on a vu avant, surtout chez la femme. Si on reprend maintenant un peu, on va faire un peu 2 segments, même si j'aime pas faire ça normalement. Mais on a différentes phases, un cycle. Comment est-ce que dans le sport, si tu dois comparer en fait ou mettre ensemble le sport et les hormones, tu vois, dans les différentes phases, est-ce qu'il y a des phases qui sont plus propices à faire, comme tu disais, du HIIT ou à plutôt, voilà. En fait, mes questions. Il y a pas mal de choses à prendre en compte par rapport aux phases du cycle hormonal. Déjà, là, on va prendre le fait de si on a le choix du type d'entraînement qu'on peut faire, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Si on est un athlète je sais pas, si on est une nageuse ou si on est une coureuse en athlétisme ou si, enfin voilà, il n'y a pas forcément le choix de se dire aujourd'hui je vais faire du pilates ou aujourd'hui je vais aller courir. Donc des fois il n'y a pas le choix. Mais là on va partir du principe qu'on a le choix dans le type d'activité qu'on fait. On veut faire du sport en général. D'accord. Dans la phase menstruelle, comme on l'a vu, c'est notre hiver internal. Internal ça se dit pas, mais c'est pas grave, on a compris. C'est l'hiver et donc du coup on est un petit peu, on a moins d'énergie, on est un petit peu plus calme. On n'a pas forcément envie de faire wouhou, plein d'énergie. Donc du coup on va préférer faire des entraînements légers. Donc ça peut être du pilates tranquille, ça peut être du yoga tranquille parce qu'encore une fois pilates et yoga ça peut être coucou Gabi, le yin yoga prend tout son sens. Et donc, du coup, on peut aller faire une marche, prendre l'air. Donc, de base, on va faire ça. Ensuite, si on a envie de s'entraîner de manière plus intense, c'est OK. On n'est pas à l'arrêt quand on a ses règles. Et là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a déjà le fait, est-ce qu'on a des douleurs, des crampes? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et ensuite, il y a le côté où un petit peu, on va se challenger. Et puis, si on a l'habitude de faire beaucoup de sport qu'on peut utiliser, on a parlé de l'effet antidouleur. Mais c'est ça parce que moi, j'ai l'impression d'avoir un peu
ce mythe dans la tête qu'on m'a toujours dit, mais je crois que t'es plus performante quand t'as des règles. Alors, toi aussi? On m'a dit ça aussi. Mais Ouais. du coup, elle fait placebo sur moi. J'ai l'impression que je réussis mieux, mais... bah alors, oui et non. En fait, oui jusqu'à... Enfin, déjà, on va partir du non. Déjà, non. On va partir du non par rapport à ce que je viens de dire d'abord, de notre énergie, elle est beaucoup plus basse, on est plus lente, on est un petit peu plus calme. Donc, on va pas forcément avoir ce boost d'énergie. Par contre, en fait, quand on a nos règles, c'est un petit peu le même principe que quand on a été malade ou quand on a arrêté le sport pendant longtemps. En fait, quand on décide de faire notre séance de sport, on va se booster, on va se surpasser. Et en fait, on va du coup produire les hormones dont on a parlé avant. Ouais. Et puis, on va arriver à aller même plus loin, à se surpasser, parce qu'en fait, on a tellement puisé en nous. On a tellement dit, mais en fait, là, j'ai pas d'énergie, je vais sortir tout ce que j'ai, je pousse. Et donc, du coup, on peut aller plus loin dans notre performance. Okay. Ouais. Et donc, du coup, si on arrive à faire ça et qu'on a des douleurs, bon, bien sûr, si les douleurs elles nous mettent KO, on va pas forcément aller là-dedans. Ce qui malheureusement arrive souvent. Ouais. Mais par contre, il y a aussi la possibilité que ces endorphines peuvent nous aider à réduire la douleur. Ok. Donc, on peut utiliser ça. Est-ce qu'on est plus performante? C'est pas forcément une question du cycle hormonal, enfin de la phase hormonale dans laquelle on se situe. C'est pas forcément le fait que tu aies tes règles ou pas. C'est plus comment est-ce que tu vas utiliser ton corps pendant cette phase-là et à quel point tu vas te surpasser. Et ça arrive souvent que du coup, pendant des phases où on a moins d'énergie, on peut presque arriver à se sortir encore plus loin avec cette motivation, cette détermination et puis les hormones qu'on produit pour pouvoir arriver à faire cet effort. Ok. Donc voilà. Mais sinon, on est un petit peu plus tranquille. Ok, d'accord. Dans cette phase-là. D'accord. La phase d'après, la phase folliculaire, du coup, on a dit qu'il dure des jours 7 à 12 à peu près. Pendant cette période-là, on a la testostérone qui commence à augmenter, donc un petit peu plus d'énergie. On a aussi les oestrogènes qui augmentent, donc pareil, on se sent un petit peu plus active. On avait vu, c'est le printemps. C'est le printemps, ouais. Donc là, on peut déjà commencer à booster un petit peu. On peut aller viser des intensités modérées, on peut aller faire du cardio léger, on peut faire des séances un petit peu plus intenses, on peut aussi travailler au niveau du développement musculaire, parce que là, en fait, vu que la testostérone, elle augmente, nos oestrogènes, ils sont aussi plus élevés, on va pouvoir justement travailler dans ce développement musculaire. Donc, on peut soulever des poids aussi, on peut faire ce type d'effort-là. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, on arrive à la phase ovulatoire. La phase ovulatoire, du coup, l'été, c'est là, wouhou, on a plein d'énergie, c'est top. Malheureusement, c'est la phase la plus courte du cycle. Ouais, comme on disait, dommage. Mais alors là, c'est vraiment, on va essayer d'optimiser cette énergie et donc du coup, de vraiment se dire, OK, là, j'y vais, go à fond. Donc, si on veut faire du cross-training, si on a envie de faire une séance de boxe, si on a envie de pousser plus fort, vraiment, on va optimiser ça. Juste, il y a quelque chose à faire attention. Au pluriel. Ouais, le fait que pendant la phase ovulatoire, on a les tendons et les ligaments qui sont plus souples. Donc du coup, si on ne sait pas ça, si on ne fait pas gaffe, on peut se blesser plus facilement. Attends, pendant la phase d'ovulation, t'as les tendons et les ligaments plus souples. Ouais. Et là, je me dis, moi qui fais j'ai une inflammation des tendons tout le temps, et ça arrive. Ok. Non, je me fais ma petite introspection. C'est bien. Et au final, si on le sait pas, on va juste se dire, ah, mais j'ai plus d'énergie, c'est trop bien, je vais pousser fort. Mais si on prend pas en considération le fait qu'on a les tendons et les ligaments plus souples, on va peut-être pas forcément s'échauffer de la bonne manière. On va peut-être pas forcément avoir fait assez de renforcement musculaire autour de ces tendons et de ces ligaments pour protéger. Pourquoi tu me décris? J'ai l'impression que... Mais c'est moi dont tu parles. Donc voilà, peut-être au final, c'est juste que maintenant que tu sais que dans ta phase ovulatoire, tu as les tendons plus souples, tu vas faire en sorte de peut-être faire un petit peu plus de renfort musculaire à ce moment-là, dans ton échauffement, avant de faire une séance. Et puis après, tu peux pousser, tu vois. Mais de le prendre en considération. Ah mais alors là, si tu me demandes après qu'est-ce que j'ai le plus retenu de cet épisode, on a la moitié, mais je peux te dire que c'est déjà ça. Ok. Voilà. L'autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui ont aussi des crampes au moment de l'ovulation. Ouais. Si on a une ovulation qui est inflammatoire, ça peut ça peut générer des crampes, des douleurs. Et donc là, c'est aussi quelque chose à faire attention. Donc on peut soit avoir des stratégies anti-inflammatoires ou soit essayer de pas forcément pousser de l'extrême si vraiment les douleurs elles sont intenses, ou alors d'utiliser nos endorphines pour ça. Ouais. Mais c'est deux choses à prendre en considération pendant l'ovulation avant de se dire wouhou, ok, je pousse et puis j'y vais à fond. Et ensuite, on a notre phase lutéale. Donc, du coup, la phase lutéale, comme on avait dit, c'est une phase très longue. Elle dure 2 semaines comparée à des phases très courtes comme celle d'avant qui dure 3 jours, 2 jours, 3 jours. Et puis,
là, en fait, du coup, on a 2 semaines, voire plus, en fonction des femmes, où on a l'énergie qui va gentiment... Enfin, on a encore de l'énergie assez haute, mais après, elle va gentiment baisser. Mais qu'est-ce qui change vraiment pendant cette phase ? C'est que c'est la progestérone qui est prédominante. Et qu'est-ce qui se passe avec la progestérone ? En fait, on a une fonte de masse musculaire. Donc, du coup... Ça va être intéressant. Ok. Donc, du coup, en fait... À cause de cette progestérone qui va nous faire baisser notre masse musculaire, on va pas forcément vouloir pousser, croître, etc. On va plutôt aller en respect avec le corps. Donc, on va faire une intensité plutôt modérée. On n'est pas obligé d'aller dans une intensité faible ou quoi que ce soit. Donc, on peut reprendre des entraînements qui sont du pilate, du faire du cardio léger, etc. Mais on va pas forcément s'axer développement musculaire pendant cette phase-là parce que, du coup... Le corps, il est un peu là. En fait, là, la masse, elle est en train de fondre. Alors, c'est pas drastique comme fonte de masse, mais c'est pas le moment où on va se développer musculairement. Tu dois faire ça, ouais. Exactement. Donc voilà. Après, il y a des stratégies à mettre en place pendant ces moments-là. Donc autant, on a notre température aussi du corps qui augmente. Donc, faut boire plus parce que du coup, on va plus transpirer pendant la phase lutéale. Donc, du coup, il faut compenser la perte hydrique. Donc, boire plus ou avoir des solutions d'hydratation dans son eau. Ouais. Ou, voilà. Ensuite, du coup, il y a cette perte de masse musculaire. Donc, du coup, on va compenser en augmentant nos quantités en protéines. Et puis, il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est que l'énergie, elle est moins haute, en fait. Donc, on va aussi avoir besoin d'écouter le corps et puis de se dire, OK, comment j'adapte ça ? Donc, c'est vraiment des choses à prendre en considération. Donc ça, c'est vraiment un peu général. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Après, ça appartient à chacun, mais c'est en général comment optimiser au mieux selon ces phases. Et maintenant, si tu... disons que... j'ai pas écouté ce podcast et je ne suis pas du tout au courant et je suis dans l'ignorance. Si tu, par exemple, faut que je m'y retrouve, si tu fais d'un coup du HIIT dans la période où tu devrais plutôt être en hiver et être plutôt calme, est-ce que ça, de faire ce genre de choses, ça dérègle tes hormones ? Ou c'est juste que tu peux pas optimiser au mieux tes performances ? Alors, c'est un peu, justement, je voulais faire une parenthèse sur quand t'as pas le choix de ta pratique sportive. Mais pour déjà répondre à ta question, alors ça va pas perturber toutes tes hormones dans le sens où c'est pas ça qui va te dérégler ton cycle hormonal. Mais, alors oui, c'est pas la meilleure des optimisations. Et c'est aussi pas la meilleure performance peut-être que tu vas donner. Ouais, exactement. Ou au contraire, comme on a vu en phase menstruelle, peut-être que tu peux avoir un dépassement de toi, mais dans ces cas-là, il va vraiment falloir prendre en considération la récupération musculaire. Parce que c'est pas juste la performance, c'est qu'est-ce qui se passe avant ? Est-ce que tu as donné à ton corps assez d'énergie ? Est-ce que tu as assez de besoins ? Par exemple, si on reprend la dernière phase, la phase lutéale, le métabolisme est plus haut, on a plus faim. Donc du coup, va falloir manger un petit peu plus de snacks parce que sinon le corps, il va pas pouvoir assumer. Ouais. Mais donc ça va pas créer de déséquilibre hormonaux en particulier, c'est peut-être juste la performance, ça va être altérée ou le corps, il va avoir besoin de plus de récupération. Mais il y a aussi de prendre en compte, le sport, ça aide à rééquilibrer certains déséquilibres hormonaux. Enfin, ça aide pour les hormones. Jusqu'à un certain point où, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où on a besoin de sport pour avoir un bon équilibre hormonal. On a besoin d'activité physique, on a besoin de bouger. Justement, comme on a vu, ça nous aide au niveau de la dopamine, ça nous aide pour la testostérone, etc., etc. Mais il y a une limite où, énormément de sport peut créer des déséquilibres hormonaux. Ouais. Donc, après... qu'on soit athlète ou pas, on n'a pas forcément le choix. Ensuite, on n'a pas forcément... de base, faire du sport, c'est bien. On repart faire du sport, c'est bon pour la santé. Ouais, exactement. Mais ensuite, il y a des déséquilibres hormonaux qui vont se créer en fonction de chaque personne, de chaque type de sport aussi. Ouais, donc en plus, en fait, il faudrait encore plus s'intéresser à nos hormones quand on a un entraînement ou... un rythme d'entraînement, on a une structure de vie d'entraînement qui est figée un peu, où on n'a pas le choix. En fait, c'est là où on devrait encore plus s'intéresser à comment est-ce qu'on peut balancer ces exercices dont on n'a pas le choix, mais peut-être de les adapter Tout à fait. peu. Par exemple, si quelqu'un est sportif de haut niveau, s'entraîne plusieurs fois par semaine, toutes les semaines, ou même un athlète qui a un entraînement qui est bien précis. Alors, si l'entraînement, c'est tout le temps le même, tout le temps,
on va observer qu'il y a une différence au niveau de la performance, au niveau de la motivation, au niveau de l'énergie, au niveau de la récupération musculaire. On observe ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va pas se dire, aujourd'hui, non, je vais pas m'entraîner, je vais faire une séance de yoga à la place. Il y a des fois où c'est pas possible de faire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que je travaille avec mes clients, que ce soit des danseurs, que ce soit des athlètes, peu importe, de se mettre un objectif en fonction de comment on se sent. Donc, la base, en fait, c'est de se poser la question, OK, aujourd'hui, comment je me sens mentalement, physiquement et émotionnellement? On peut rajouter, en fait, une 4e notion là-dedans, c'est dans quelle phase de mon cycle hormonal je suis pour les femmes. Ok. C'est tellement en train de me... J'adore. J'adore. Vas-y, pardon. J'ai besoin de dire que c'est trop bien. Mais justement, c'est pour ça, cet exercice-là, il va aider, mais même si c'est autrement que dans le sport. Là, on fait vraiment accès sport. Mais du coup, on a cette question. Comment je me sens et dans quelle phase je suis? On va prendre un exemple. Je me sens mentalement un peu fatiguée, pas trop motivée. Physiquement, un peu... Voilà. Émotionnellement, je suis un peu sensible. Tu décris ma semaine. Vas-y, on fait avec moi, c'est ça. J'ai pas eu envie d'aller là-dedans. Enfin, je pouvais pas, mais j'ai pas la force d'aller émotionnellement. Je me sens fatiguée. J'ai l'impression vraiment c'est l'hiver. J'ai envie de manger n'importe quoi. J'ai tout le temps faim. Ok, là, tu as mentionné que tu étais en phase lutéale, fin de phase lutéale, donc vers la 2e semaine de la phase lutéale. Voilà. Donc, en fait, voilà, on va prendre typiquement ton exemple. Ton objectif aujourd'hui, sportif, ça va pas être je vais sauter plus haut, je vais courir plus loin, je vais améliorer mon cardio. Si tu te mets ça comme objectif, tu risques d'être un peu déçu à la fin de ta journée parce que tu es là, mais en fait j'ai pas réussi, c'est pas bien, blablabla, et mentalement ça va pas t'aider. Par contre, si tu te dis ok, j'ai pas trop d'énergie, je suis pas hyper motivée, je suis dans la phase de mon cycle hormonal en fin de phase lutéale, donc du coup je sais aussi que ma croissance musculaire c'est pas terrible, que j'ai des fringales, enfin voilà, t'as toutes ces notions là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux travailler sur le placement de ta respiration pendant ton effort. Comment je respire pendant mon effort? Tu peux travailler sur est-ce que je travaille de manière équilibrée à droite ou à gauche? Par exemple, si tu as un mouvement où tu utilises tes deux côtés, est-ce que tu appuies plus sur une jambe que sur l'autre? Est-ce que ton corps il est bien placé dans l'espace, ou est-ce que tu essayes de compenser d'une manière ou d'une autre? Tu peux travailler sur plein de choses qui te demandent pas forcément plus d'énergie, plus d'effort mental ou plus de motivation. Tu peux te focaliser sur des choses qui sont pas moins importantes, mais qui vont avoir un énorme impact dans ta journée, dans ta performance sportive. Et puis qui vont aussi m'aider, c'est des choses sur lesquelles je vais pas me focus d'habitude et puis qui vont me servir. Exactement. Donc, en fait, et ces notions-là, elles sont hyper importantes. Par contre, si c'est un jour, admettons, t'es en phase ovulatoire, tu te lèves, wouhou, today is a good day, je me sens hyper motivée, j'ai plein d'énergie, trop bien. Je suis en quoi? Je suis en phase ovulatoire, je suis au maximum de mes capacités, mais trop bien. Focalise-toi sur dépasser tes performances, focalise-toi sur peut-être ton endurance, tu vas faire plus longtemps, le cardio, tu vas le booster plus haut. Focalise-toi là-dessus, trop bien, t'auras pris en considération ces notions-là. Okay. Et en fait, du coup, ton entraînement, même s'il est imposé, l'objectif que tu te mets personnellement à l'intérieur de ta séance, en fonction de comment tu te sens, en fonction de la phase de ton cycle, va faire une énorme différence. Et ce que tu peux, toi, en plus adapter, par exemple en danse, mais ça joue pour tous les types de sports, ton échauffement. Ton échauffement, tu peux le personnaliser. Il peut être un petit peu plus perso avant d'avoir vraiment ta séance focalisée. Tu peux choisir si tu as envie d'avoir un échauffement un peu plus lent, plus long, ou au contraire un petit peu plus cardio, de tiens, je vais me booster. Ou alors si tu es en phase ovulatoire et tu sais que tes tendons ils sont un petit peu plus souples, tu vas faire en sorte de faire de la proprioception, de l'équilibre, faire en sorte que tu vas bien faire attention à l'alignement de tes muscles pour pas avoir te tordre le genou ou quoi que ce soit. Donc en fait, le fait d'avoir ces notions, même si tu n'as pas le choix de te dire je vais adapter ma pratique physique, tu peux l'adapter à l'interne, avec l'échauffement, avec la récupération et avec ton objectif personnel. Du coup, à la fin de ta journée, tu n'es pas déçu. Tu n'es pas déprimé parce que tu n'as pas réussi. En fait, tu as 3 solutions. Soit tu as réussi à atteindre ton objectif personnel que tu t'es mis. Ah bah tiens, j'ai compris que j'ai mieux respiré, je me suis mieux placée dans l'espace ou ci ou ça. Ou alors tu t'es dit ah bah tiens, en fait, j'ai compris pourquoi ça ou ça. J'ai compris que dans mon entraînement, ça fonctionnait de telle manière. Ou alors tu as l'option en fait, maintenant je comprends pourquoi j'arrive pas. Je comprends pourquoi je galère. Et donc du coup, de ces 3 options-là,
que ce soit t'as réussi ton objectif, t'as compris ou tu sais pourquoi tu galères, bah c'est du positif. Du coup, t'as pas ce gros down de en fait j'ai pas écouté mon corps, j'ai essayé de pousser puis ça va pas et puis Ah, trop bien. Oh mon Dieu, mais allez tous chez elle. À quel moment vous posez encore la question? Ah, waouh. Donc voilà comment tu peux un petit peu prendre en considération ton cycle hormonal et l'adapter à ta performance. Merci. Oh, non, j'avais l'impression d'être en... Franchement, j'ai même plus vu qu'on filmait, j'ai même plus vu... Désolée, je ne vous pensais plus à vous qui écoutiez. J'étais vraiment en mode, genre, je suis... Ah. Bon, on va repenser un peu aux autres. Les hommes, du coup, eux, on a dit qu'ils avaient un cycle. Il y a tellement de choses à dire, mon Dieu. On va faire, je pense, une petite parenthèse, enfin, après, sur la nutrition, mais on va vraiment, je pense, faire 2 épisodes sur nutrition, hormonale, nutrition, parce que c'est trop... En fait, tu soulèves tellement de choses, tellement intéressantes, et je trouve qu'ils parlent aux gens. Parce qu'au début, comme je t'ai dit, moi, j'y connais rien du tout, et j'étais là, peut-être ça va être que des termes que je vais rien piger, mais en fait, t'as une pédagogie et t'arrives à linker des trucs, c'est fou. Enfin, j'ai 3 petits schémas dans ma tête. C'est trop bien et on vous donnera plein de schémas. Mais du coup, les hommes, eux, ils ont aussi ce cycle qui dure 24 heures. Ouais. Voilà. Donc, comment eux, ils peuvent utiliser ou écouter leurs hormones pour booster leur performance sportive? Ouais, alors comme on avait vu dans ce cycle de 24 heures, il y a vraiment un pic de testostérone le matin, entre 6h et 10h, avec le plus haut à 8h. En fait, là, du coup, idéalement, surtout si on veut faire un développement musculaire ou qu'on a une activité sportive qui nous demande de pousser fort, que ce soit vraiment au niveau de la force ou du développement musculaire, idéalement, il faudrait s'entraîner le matin. Le matin, ouais. Après, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Et on a vu en fait que la décroissance de testostérone, elle est assez lente dans la journée, donc on a quand même cette énergie tout au long. Par contre, si on fait un entraînement entre 19 et 21 heures, où on l'a dit, c'est le moment de la journée où on a le moins de testostérone, on est vraiment au plus bas, bah, c'est pas forcément là où on va atteindre les objectifs. Malheureusement, et c'est là où du coup, eux, ils ont un petit souci, c'est que ce moment-là de la journée, il y a beaucoup de personnes qui font après le travail. Mais ouais. En fait, ils sortent du travail, ils sont là, mais en fait, je vais faire ma séance de sport. Donc, je vais arriver au fitness maintenant quand je vais à 6h et qu'il y a trop de monde. Eh ben, c'est pas maintenant qu'il faut venir. Donc, allez, dégagez. Mais du coup, en soi, faire du sport, c'est bien. Vaut mieux faire que oui, bien sûr. Et encore, c'est si on veut booster et vraiment améliorer notre performance. Exactement. Ouais. Donc, en fait, et puis là, on parle de vraiment si on veut optimiser et puis optimiser le développement musculaire. Si vraiment on fait un travail de force, on va essayer de le faire le matin ou en milieu de journée. Ou la pause du midi, ça peut être aussi une bonne option en fonction des possibilités de chacun. Oui. Mais bon, si c'est le soir, c'est OK. Mais si on veut optimiser, dans ces cas-là, on va faire le matin pour ce qu'on vient de dire parce qu'on a le pic de testostérone, mais pourquoi aussi? Parce qu'en fait, si on s'entraîne en fin de journée, on va booster notre énergie, on va être fort, on va aussi du coup stimuler plus de testostérone parce que on travaille, on fait du sport, etc. Mais du coup, ça va avoir un impact sur notre sommeil et sur notre hormone de croissance dont on a besoin pendant la nuit pour réparer nos muscles. Donc du coup, on va pas forcément être le plus performant au niveau de notre activité physique et en plus de ça, en fait, on va moins récupérer pendant la nuit. Sûr, Donc si j'ai un conseil à donner aux hommes, c'est si vous arrivez à vous lever plus tôt le matin et faire une séance le matin, même si elle est plus courte, en fait elle va être beaucoup plus efficace que si vous faites plus longtemps le soir. Très bon conseil, j'espère que vous avez tous noté. C'est un très bon conseil. Et puis si en plus il y a la possibilité de le faire à l'extérieur, plus de vitamine D, plus de testostérone. Oui, yes, j'ai compris. Et aussi plus d'hormones de croissance, donc du coup c'est du win-win. Ok. Donc, voilà. Trop bien. D'accord. Tellement de choses à dire. Donc, on a parlé des femmes, on a parlé des hommes. Encore une fois, on a un peu mis dans des cases. Désolée. C'est OK, il y a 2-3 petites cases de temps en temps. Oui, voilà. Et puis, du coup, là, c'était aussi plus simple de faire comme ça. Mais tous vos retours ou vos témoignages sont très bons à prendre. Donc, je ne me lance pas dans des sujets que je ne connais pas non plus. Je ne veux pas être maladroite. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait ça comme ça. Du coup, tu as pu donner aussi des petits conseils du coup pratiques là. Je regarde un peu mes notes de ce qu'on avait dit. Maintenant, si on devait faire un petit teasing de nutrition et d'hormones, qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'on sait que du coup,
la nutrition, enfin tout ce que les aliments qu'on peut prendre, ça va nous aider avec nos hormones. Quels sont les plus gros problèmes que tu vois, on va dire? C'est comme ça, on fait un peu un petit teasing et quand même on apprend des choses. Qu'est-ce que tu vois le plus qui manque? Alors, je pense que déjà, ce que je vois le plus comme symptômes, ce serait des syndromes prémenstruels. Donc, des douleurs, ça peut être des changements émotionnels intenses, ça peut être des problèmes de peau. Enfin, voilà, il y a plein de syndromes prémenstruels. Donc, ça peut être ça. Ça peut être des règles très douloureuses ou ça peut être une ovulation inflammatoire. Donc ça, c'est un peu les plus gros déséquilibres que je vois. Après, quand on regarde la liste des symptômes et qu'on se dit mais ça, c'est un symptôme hormonal, typiquement troubles du sommeil, sueur nocturne ou même aussi les seins douloureux. Bon, ça, on sait que c'est un symptôme hormonal, mais tout ça, c'est vraiment lié au cycle, ou même avoir un cycle menstruel plus court, par exemple 3 semaines ou plus long. Donc ça aussi, c'est des déséquilibres hormonaux. En fait, il y en a plein. En fonction de quels sont les symptômes, on arrive à savoir, ok, est-ce que c'est une prédominance d'œstrogène? Est-ce que c'est on n'a pas assez de progestérone? Est-ce que c'est on produit trop de testostérone? Est-ce que si, ça? Donc ça, c'est vraiment en analysant la personne spécifique. Okay. Ensuite, en fait, dans la méthode que j'ai créée, il y a une base qui s'appelle le seed cycling. Donc en fait, on utilise des graines et 2 noix du Brésil. Donc là, je vais clairement dire en fait ce que c'est. C'est tous les jours, on prend 2 noix du Brésil. Merci pour ce conseil. Tous les jours, peu importe la phase du cycle. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec 2 noix du Brésil dans la journée, ça nous donne tous les taux de sélénium dont on a besoin pour la journée. Et qui dit taux de sélénium dit ça nous aide pour la thyroïde, donc la glande thyroïdienne. Et la glande thyroïdienne, elle va gérer un petit peu, elle va être au-dessus. Si on regarde un peu les abeilles et la reine des abeilles, la glande thyroïdienne, la thyroïde, ça va venir réguler les autres hormones. Donc en fait, si on a une glande thyroïdienne qui fonctionne bien, on a vu que ça aidait pour le métabolisme, ça va nous aider. Ça solutionne pas tout de prendre 2 noix du Brésil par jour. Mais c'est pas grand-chose quand tu penses. Voilà, et au final, c'est juste les taux de sélénium. On a ces taux de sélénium suffisants pour la journée, donc du coup déjà, ça nous aide au niveau de la thyroïde. Donc ça, c'est une base. Qui va aller acheter des noix du Brésil aujourd'hui? Et c'est facile, au final, on prend l'habitude, ça peut être... Et il n'y a pas de moment spécifique. C'est pas mauvais, enfin, tu vois, c'est pas comme si il faut que tu prennes de l'huile de foie de morue. Clairement. D'ailleurs, une bonne petite technique, c'est si vous aimez les dattes, vous prenez des dattes, vous enlevez le noyau, vous mettez la noix du Brésil à la place, ça vous fait un bon petit snack énergétique, ça fait un bon petit snack avec en plus des matières grasses, donc c'est parfait avant le sport. Moi, attends, je tease après les petites choses qu'on a là, mais moi, je mets du peanut dans les noix. Ça joue aussi. Dans ces cas-là, tu prends tes noix du Brésil à un autre moment de la journée. Il n'y a pas de moment précis pour les prendre. Ok. Voilà. Et donc, il y a ça comme base du seed cycling. Après, il y a pendant les phases 1 et 2 du cycle, donc menstruelle et folliculaire, on va prendre des graines de courge et des graines de lin. Okay. Ensuite, pendant la phase 3 et 4, donc ovulatoire et lutéale, on va prendre des graines de sésame et tournesol. Ces 4 graines-là, c'est les graines, il n'y a pas besoin de plus, c'est les graines dont on a besoin pour tout notre cycle hormonal. C'est pas compliqué à trouver, au supermarché on les trouve, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces petites graines? Moi, qu'est-ce qu'on fait? Tu te fais une petite cuillère comme ça? Alors, en fait, tu vas prendre, donc si on prend les 2 premières phases du cycle, tu vas mixer une quantité équivalente de graines de lin et de graines de courge ensemble. Tu les mets dans un bocal parce qu'on va pas s'amuser honnêtement à mixer nos petites graines tous les jours. Donc, tu fais un gros bocal ou 2 gros bocaux si tu veux. Tu fais la même chose avec les graines de sésame et tournesol que tu mélanges ensemble. Tu fais tes bocaux. Tu as tes bocaux phase 1 et 2. Tu as tes bocaux phase 3 et 4. Avec les saisons. Clairement. Et puis en fait, tu prends 2 cuillères à soupe par jour. Moi, j'aime beaucoup les mettre dans le yogourt le matin ou faire des boulettes énergétiques avec ces graines-là ou même sur une salade. Tu peux les utiliser où tu veux, quand tu veux. C'est facile, Mais en fait, avec ça, t'as plein de choses. Alors, on peut rentrer hyper en détail de quelle graine fait quoi. Voilà. Oui, et puis est-ce que tu peux prendre toutes les graines de tournesol ou tu dois prendre les extra bio d'un certain pays, tu vois? Non, tu peux prendre tout dans le sens où on va s'intéresser aux nutriments. Après, c'est vrai que quand on prend des graines de qualité qui sont bio, on a moins de pesticides, on a moins de perturbateurs endocriniens, etc. Bien sûr, c'est mieux de faire ça. Mais c'est pas obligé de faire ça pour pouvoir avoir les bienfaits. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Et donc, si on prend juste l'exemple de la graine de lin,
que je trouve assez magique. Ouais, j'ai acheté ça. C'est dans un pot. Puis après, de temps en temps, c'est-à-dire 2 fois par mois, je suis là. Oh bah tiens, je mettrai un peu ça, mais aucune idée de ce que ça apporte. Donc je suis tout oui. Alors déjà, j'ai dit avant, on les mixe, on les met dans des petits pots. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on casse la coquille, du coup, on vient absorber les nutriments dans notre corps. Parce que vu que c'est des petites graines, bah on n'a pas forcément envie qu'elles passent direct. Donc on vient casser la coquille et absorber les nutriments. Donc, pourquoi on les mixe ? Après, il n'y a pas besoin que ce soit une pâte ou quoi que ce soit, juste que la coquille, elle soit cassée. L'exercice, si vous voulez un exercice de théâtre, que la coquille, elle soit cassée. C'était difficile à prononcer. Ouais, tu as très bien fait. Ah, mais tu vois, c'est aussi genre nos clous, quoi. Bah voilà, bon, c'est à ça que je sers, au moins. Oui, c'est vrai. Voilà, merci, c'était un super épisode, au revoir. Et donc, du coup, pour revenir à cette graine de lin, elle est assez magique parce qu'elle fonctionne pour les œstrogènes d'une manière incroyable. Je l'aime trop, je viens de le dire. Quand on ne produit pas assez d'œstrogènes, elle vient aider à booster nos taux d'œstrogènes. Mais si on en produit trop, elle vient détoxifier, éliminer les œstrogènes en excès. À la régule. Voilà. Et donc, c'est quand même magique parce que c'est une toute petite graine qu'on trouve partout. Oui. Et en fait, elle a cet effet-là dans notre corps. Et tu peux la prendre sous forme d'huile de lin, par exemple ? Ou ça fait pas la même chose ? Bah, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'en fait, t'as des nutriments que t'as besoin. Et dans l'huile, en fait, même si c'est pressé à froid, etc., tu vas en avoir. Il y a les oméga 3, blablabli, blablabla. Mais je dirais que pour cet effet-là, c'est mieux de prendre la graine. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans la phase 1 ou 2 qu'on n'a pas le droit de manger du sésame, tu vois. Ouais, juste non, pas de sésame, en tout cas au resto, pas de sésame. Je suis en phase 1 et 2, pas de sésame, désolée. C'est juste, on va essayer que la quantité soit plus forte exactement. À ce moment-là. Ok. Après, les graines de courge qu'on prend aussi pendant les phases 1 et 2. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant la phase 1 ? On a nos règles, on perd du sang, on a moins de fer. Ok ? Les graines de courge, elles ont du zinc, c'est hyper important. Ça va aussi justement nous aider à rééquilibrer ça. Et c'est assez magique en fait. Et donc, on va les utiliser pendant ce moment-là. On va aussi avoir... Bon, là, je vais éviter tout ce qui est non vraiment hyper en détail, mais juste pour comprendre que à travers des aliments qui sont simples, et c'est là où du coup je vais rebondir sur les compléments alimentaires. Avant d'aller dans des compléments alimentaires, on peut déjà regarder, tiens, dans ton alimentation, tu peux te supplémenter de ça et ça va t'aider. Pareil, du coup, là, si on va dans les phases 3 et 4, on a dit c'était graines de sésame et puis graines de tournesol. Dans les graines de tournesol, en fait, on a des tryptophanes. Les tryptophanes, ils vont nous aider à avoir un meilleur sommeil. On a aussi vu que dans cette phase-là, on avait un sommeil qui était un petit peu plus compliqué ou que c'était difficile, mais on en a besoin. Donc, en fait, les tryptophanes de ces graines, elles vont vraiment nous aider à booster ça. Donc, c'est si logique. Ouais. Et c'est assez impressionnant de se dire, mais en fait, c'est un réflexe. Je mets 2 cuillères dans mon yogourt. Ou même si on n'a pas forcément envie de prendre un yogourt, on peut très bien se préparer des cookies ou des boules énergétiques pour nos snacks. Et puis, on sait que quand on prend tant de boules, en fait, t'as tes graines. Ouais. Puis c'est assez pratique. C'est trop bon. C'est des conseils, les noix du Brésil et ça, c'est 2 conseils, je pense, qui sont... Donc ça c'est la base en fait du rééquilibrage en fait du cycle, donc ce que j'appelle la synchronisation du cycle. Donc on va avoir le seed cycling qui est la base. On démarre par ça. Ok. Ensuite, si on observe vraiment chaque phase du cycle, il y a des besoins particuliers. Par exemple, dans la phase ovulatoire, qui peut être une phase avec une inflammation, il y a des aliments anti-inflammatoires qu'on peut prendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le but comme j'ai dit au tout début, je travaille de manière holistique. Donc ça veut dire on va aller à la cause des problèmes et pas seulement les symptômes. Donc en fait, mon objectif, ça va pas être tiens, t'as une inflammation là, tiens, on va traiter l'inflammation. Ça va être aussi de prévenir. Ouais. Donc on regarde tout le cycle. On a les règles. Ok, très bien. Ensuite, on a dit qu'on a la phase folliculaire où on va préparer notre ovule. Pendant cette période-là, on va essayer de faire tout en sorte pour que l'ovule qu'on prépare, il soit sain. On n'ait pas de problème dans la formation de l'ovule. Ouais. Donc, par exemple, tout ce qui est alcool, tabac, etc., pendant cette phase-là, c'est pas idéal parce qu'il va y avoir plein d'agresseurs, en fait, dans cet ovule, il va être moins sain. Donc, si on a des difficultés dans la préparation de l'ovule, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir du mal à ovuler, ça va être compliqué d'ovuler. Donc, réaction inflammatoire. Donc, on veut éviter ça. On va faire en sorte que l'ovule soit sain. Ensuite, on va faire en sorte que l'ovulation elle soit facile. On peut aussi avoir des techniques anti-inflammatoires qu'on met en place à l'avance. Donc, anti-inflammatoire, ça peut être déjà manger moins de sucre, moins d'alcool, etc. Ouais. Mais aussi le curcuma.
c'est hyper anti-inflammatoire. Gingembre, ail, c'est anti-inflammatoire. Ouais. On peut le manger dans tous nos repas. Ouais, j'adore. Donc voilà. Et puis ensuite, pendant la phase lutéale, la dernière, on va faire attention à notre énergie, à notre sommeil, de manière à ce qu'on ait moins de syndrome prémenstruel et que nos règles soient plus faciles et plus saines. Et le cycle, il continue comme ça. Je suis sans voix. Et il y a une Léa dans vos vies. Oh, wow. Et puis du coup, si on revient aux saisons qui t'intéressaient pas mal avant, en fait, même au niveau de l'alimentation, on voit ça. Pendant nos règles, on est fatigué, le corps, il est déjà en train de travailler énormément. Il y a plein de choses qui se passent. C'est pas forcément le moment où on va manger de la glace, des aliments hyper froids, des aliments super durs à digérer, parce que le corps, il est déjà en train d'utiliser son énergie pour faire autre chose. Donc, on va manger des aliments chauds, faciles à digérer, ou qui sont déjà réduits. Donc, ça peut être des purées, des soupes, ou en tout cas cuits, de manière à ce que notre corps, il soit là, ok, là, c'est bon, j'ai les nutriments, je les prends, je les utilise, et ça me demande pas... Puis en été, t'as des trucs frais, des crudités. Exactement, des trucs, on va manger plein de choses fraîches pendant la phase ovulatoire, des salades, des smoothies, plein de choses. Ça va c'est ce que tu disais avant, c'est qu'en plus, dans ce qu'il faudrait manger selon les saisons du cycle, et ben, c'est en plus vraiment des choses qui sont de saison. Exactement. Donc ça tombe bien. Après, voilà, il y a 4 saisons qu'on met à chaque fois tous les mois, donc forcément on va pas manger de la courge en été, tu vois, ça c'est clair. La fille qui continue, exactement. Non, alors là, non, je mange de la courge et des carbonara avec une soupe de courge parce que voilà, il fait 35 degrés, je m'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, au final, c'est hyper efficace et ce que j'ai observé en général, c'est qu'au bout de 3 mois, on voit vraiment des résultats. Ouais. Pourquoi 3 mois ? Parce que, bon, déjà, il faut comprendre que c'est 1 mois de cycle. Donc, à partir du moment où on démarre la synchronisation du cycle, le corps, il doit prendre toutes les informations pendant 1 mois. Ouais, exactement. Ensuite, le 2e mois, il est là. Ah, tiens, en fait, j'ai compris, il y a quelque chose qui se passe, j'arrive, je le mets en place. Et à partir du 3e mois, on a vraiment des effets qui sont là. Exactement. Ok, en fait, j'ai moins de douleur, je suis moins fatiguée, j'ai moins de changements émotionnels. Ça s'applique à plein de choses. C'est un premier, tu as 6000, enfin, il y a un changement, ensuite tu l'adaptes, et puis après, tu peux le booster et voir les performances, les résultats qu'il y a. Et puis, si on parle des déséquilibres aussi émotionnels, on a des sautes d'humeur ou typiquement dans la phase que tu me décrivais tout à l'heure, voilà, émotionnellement, c'est difficile, je me sens un peu fatiguée. En fait, on a aussi des fringales. Et quelle est notre première réaction quand on a des fringales et quand on est dans notre cycle hormonal ? C'est « Ah non, faut pas que je mange de chocolat. Non, mais là, faut que je me calme. Faut pas que je mange tout le temps comme ça. Ouais. » En fait, le corps, il est clairement en train de demander quelque chose. Le métabolisme est plus haut. On a plus de progestérone, donc le métabolisme est plus haut. On dépense plus d'énergie, on brûle plus de calories, on a besoin de manger plus. Ouais. Donc, au lieu de dire non, je vais pas manger plus, mais oui, faites un snack. Faites un snack, ouais. Ensuite, le chocolat. Pourquoi on a envie de chocolat ? En fait, on a envie de prévenir les crampes. Donc, on a besoin de plus de magnésium. Donc, on va manger du chocolat noir. Ou des amandes. C'est mieux. Il y a quand même mollo avec le McDo et les glaces et tout ça. Et ensuite, autre chose, c'est on a souvent plus envie de féculents. On va avoir envie de plus de pain, plus de pâtes, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos taux de sérotonine, on a vu, ils chutent. La sérotonine, je le rappelle, c'est ce qui vient rééquilibrer notre état d'humeur, notre état émotionnel, etc. Le taux de sérotonine, il chute. Du coup, ça fait sens qu'on on soit plus sensible, on se sent pas terrible, etc. Pour remonter les taux de sérotonine, on a besoin de féculents. Et du coup, notre corps, il est super intelligent, il communique avec nous, il nous dit, mais en fait... Sauf qu'on ne l'écoute pas. Exactement. Le corps, il nous dit, j'ai besoin de plus d'énergie, j'ai besoin de remonter les taux de sérotonine et j'ai besoin de magnésium pour prévenir les crampes. Donc en fait, on va l'écouter. Alors ça veut pas dire manger des frites, voilà. C'est juste toute modération. Mange plus, mange plus de féculents. Fais-toi du riz complet. Peut-être si normalement le soir tu manges pas trop de féculents, là tu peux mange plus de féculents. Et puis en dessert, mange du chocolat et puis tu vas aider ton corps en fait. Purée, c'est hyper intéressant, c'est tellement tout lié. Et parfois, tu te rends compte quand même qu'à un moment donné, c'est-à-dire hier soir, on a quand même pris la décision, on s'est dit, non mais je pense qu'on va faire un épisode sur les hormones, cycle hormonal, nutrition et un autre sur la nutrition, alors que là, je pense qu'on aura 2 heures plus d'épisodes juste sur les hormones. Et encore, là, je pense qu'on pourra encore en faire 2. Ouais, mais je pense qu'on va faire parce que c'est hyper intéressant. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on passe sous silence. Et c'est des petites choses qu'on peut changer et qu'on se rend absolument pas compte. Mais au final, quand on regarde ça, on se dit, mais écoutons notre corps. Ouais. Alors après, il y a...
on a souvent des symptômes ou des signaux de notre corps qu'on n'entend plus, qu'on voit plus, parce que pendant longtemps, on les a ignorés. Ouais. Typiquement comme la faim. Ouais. Des fois, on peut se dire, mais en fait, je sais pas si j'ai faim ou si j'ai pas faim, parce que pendant longtemps, on s'est dit, non, c'est pas l'heure de manger, je mangerai plus tard. Et donc, du coup, le corps, il a arrêté d'envoyer des signaux. Donc, ça se rééduque aussi. Mais si le système corps-cerveau, il fonctionne bien au niveau de la communication et du respect, donc de renvoyer le message, ensuite de dire, je t'ai entendu, voilà, je prends l'information. Le corps, il communique tout ce dont on a besoin. Donc là, typiquement, ce que je viens de décrire par rapport à l'équilibre hormonal, le corps, il nous a envoyé les infos. Ouais. Maintenant, c'est à nous de prendre la responsabilité avec notre cerveau, de dire, mais en fait, ok, j'entends l'info, je la comprends et puis j'agis. Alors après, elle sort pas de nulle part, il faut savoir. Non, c'est de s'écouter, d'analyser et puis pas de suivre les dictats. On nous dit que non, à 4 heures, il faut manger ça ou il faut pas manger à telle heure, et de s'écouter un peu en fait. Et pas de faire comme les autres font ou les traînent. C'est génial, moi je vois j'adore aussi regarder sur les réseaux What I Eat in a Day ou des trucs comme ça. Mais au final, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de vous à vous et qu'est-ce qui est adapté à ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, comme tu disais, ce dont j'ai besoin maintenant pour tel objectif, mais peut-être que tes objectifs dans 2 semaines, ils auront changé. Donc, toujours essayer d'adapter au mieux. Et puis, si on prend l'exemple d'une équipe dans le sport ou à la danse, dans le ballet, on fait principalement tous le même rythme dans la journée. Et en fait, moi, j'avais l'exemple quand je dansais d'une de mes collègues, du coup, une danseuse de la compagnie, qui, elle, avait besoin de un énorme repas par jour, mais un. Alors que moi, j'ai besoin de 6 repas dans la journée. Ouais. Et pourtant, on avait le même âge, on faisait la même activité, mais en fait, on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas les mêmes personnes. Donc du coup, même si les paramètres autour font que, en théorie, c'est la même chose, les besoins sont différents. Et ça, c'est hyper important de prendre en compte. On a souvent tendance à oublier qu'il y a notre corps, notre métabolisme, et nous aussi, problèmes de santé, notre environnement, notre stress, on est tous différents. Non, je pense qu'on a besoin aussi des fois, comme je disais, c'est un investissement. Alors, certes, on investit dans plein de choses sociales, matérielles ou comme ça, mais je pense que des fois, c'est clair que ça a un coût. Par exemple, de prendre et de faire un suivi d'1 année avec toi, c'est clair que comme tout, ça a un coût. En plus, on n'a pas tous le même budget alloué à des choses, mais je pense que des fois, c'est quand même bien de se dire, ok, est-ce que je peux venir chez toi? Est-ce qu'on peut juste faire 1 heure où tu expliques un peu et puis ça coûte, mais en même temps, c'est un investissement sur votre corps et de comprendre. Puis il n'y a pas forcément besoin d'1 année, tu vois. Typiquement, ça peut être aussi quelques séances où disant, voilà, j'ai ça comme objectif. Je vais aussi, d'être honnête, je vais pas pouvoir me permettre financièrement de faire un suivi long terme. Mais par contre, voilà, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans mon corps. J'aimerais bien comprendre pourquoi mon corps, il réagit pas comme ci, comme ça. Et après, ça, c'est mon travail à moi de dire, ok, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Travaille là-dessus. Et puis ensuite, s'il y a des changements, parce que, quand on travaille sur des objectifs, au bout d'un moment, on les atteint si on travaille bien. Et puis voilà, après, plus tard, revoir est-ce qu'il y a besoin de réadapter les objectifs. Donc ouais. Trop bien. Franchement, je pense qu'il faut qu'on arrête. J'avais trop envie de rester encore faire, mais je pense que il y a les 2 prochains épisodes vont arriver parce qu'on avait préparé plein de choses que même là, on n'a pas encore été... On a encore coupé dans ce qu'on a déjà coupé. Mais merci. Merci à toi. Merci, t'es passionnante. Ce que tu dis est passionnant, mais en tant que personne déjà de base, t'es passionnante, t'es rayonnante. Ça fait tellement plaisir d'apprendre des choses et... Ça m'a... J'ai vraiment la fille qui a un truc qui s'appelle le booster, ça m'a vraiment boosté. Non, mais ça m'a enrichi. Je me sens enrichie. Et c'est le but. Et ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. J'aimerais juste encore, en quelques minutes, que tu redonnes tous tes contacts et tout ça. Et surtout, on n'a pas encore parlé, j'aimerais, pour les gens qui nous écoutent, elle a une marque de peanut butter. Donc, pour les gens, si vous voulez toucher mon cœur, achetez-moi du beurre de cacahuète. C'est vraiment ce que j'adore. Et elle fait ça. Tu peux nous en parler un petit peu. J'aimerais comme que tu parles de ça. Et on en parlera encore plus en détail dans les prochaines nutritions. Mais vas-y, je te laisse expliquer ton produit. Ouais, du coup, la marque, elle s'appelle Manilea. Bon, Mani, ça veut dire cacahuète en Amérique latine. Et puis Léa, c'est moi, c'est mon nom. Oh, j'avais pas fait le lien. Et puis, du coup, en fait, c'est une marque de beurre de cacahuète qui regroupe mes valeurs. Donc, en fait, c'est naturel, 100% naturel. C'est éthique, donc c'est bon pour la planète.
cacahuètes, c'est sain, c'est bon pour le corps. Et puis, c'est nutritif parce que je suis nutritionniste. Et puis, du coup, en fait, il n'y a pas d'huile ajoutée, il n'y a pas d'ingrédients superficiels ajoutés. Donc, en fait, je prends vraiment la cacahuète et elle se transforme en beurre de cacahuète, donc en pâte. Et puis ensuite, j'ai plein de déclinaisons. Donc, il y a 10 produits dans ma collection. Puis après, on peut même le customiser. Tu peux créer ton propre peanut butter. Ah ouais, en fait, le 10e pot, c'est tu choisis ta texture, donc smooth ou crunchy. Après, tu ajoutes tous les ingrédients que tu veux. Et puis voilà. Donc, mon but, c'était vraiment d'avoir un produit qui regroupe mes valeurs, mais qui sacrifie pas le goût. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, bon, ok, j'achète ce produit, il est bon pour ma santé, mais c'est pas bon, quoi. Ouais. Alors que là, c'est vraiment pas... Moi, je suis une grande fan de beurre de cacahuète de base. Je l'ai goûté, donc je sais aussi. Mais je trouve que les valeurs, je trouve que c'est la continuité de tout ton travail. Ton site aussi, où il y a des recettes que je linkerai. Après, je mettrai encore plus un axe dessus dans les prochains épisodes. Trop cool. Mais du coup, t'as un site, voilà, qui s'appelle... c'est www.leatemplier.com, voilà. Simple. Je linkerai aussi. Et puis, par contre, le compte Instagram, c'est My Healthy Cook. Du coup, on va linker. Et puis, puis voilà, où j'essaye de partager justement tous les événements, si je donne des conférences ou des workshops, comment y accéder, ou voilà, les choses qui avancent, les recettes, j'essaye d'en mettre un maximum. Oui, voilà, t'as un très beau site. Et puis, comme je disais, je pense qu'on va quand même organiser pour les personnes intéressées, donc les femmes et les hommes, de faire une sorte d'atelier, mais je pense vraiment un truc en mode hiver, cocooning, où on discute, on peut poser nos questions. Ramener des recettes aussi avec des petits tastings. Exactement, je pense qu'on va faire un truc un peu cocooning, partage, j'ai trop hâte. Clairement. Donc merci énormément à toi. Merci à toi pour l'espace de partager tout ça, en fait, toutes ces informations, c'est cool de pouvoir en parler. J'ai hâte. Il y a souvent beaucoup de choses à dire, mais là, on a vraiment dû, je vous jure, on a vraiment dû un peu se dire ok, alors voilà, je pense que ce sera un des plus longs épisodes de toute façon, mais ça en vaut tellement la peine. Et j'ai hâte de la suite et de la suite qu'on a prévu aussi. Merci à toi de ton temps. Encore une fois, je suis trop contente. Merci à toi, Déborah, d'être là, d'avoir filmé et de rendre tout ça aussi visuellement possible. Merci à vous d'écouter. N'hésitez pas à partager ces épisodes. Je pense que on a toujours besoin d'un petit coup de boost. Mais de partager si ça vous intéresse, ça intéresse aussi sûrement vos amis. Ou peut-être que vous dites, c'est un sujet que moi qui me touche moins, mais j'ai une amie ou un ami qui pourrait en avoir besoin. Donc, n'hésitez pas. C'est 2 petits clics en général pour partager. Et voilà. Donc, je vous dis un grand merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!